Ok, ben écoute, je m'appelle Toine, c'est mon vrai prénom. Quoique mon vrai prénom en entier c'est Kim Wang Toine. Et je suis né à Genève. J'ai passé le gros de ma vie à Genève et en fait je suis aussi le créateur du terme Genevois, qui est supposé un petit peu rassembler les Genevois d'origine asiatique étant donné qu'on est jaune. Bon après voilà, malheureusement je me sens un petit peu comme le seul représentant parce que la communauté asiatique elle est quand même super discrète ici, il faut quand même le dire, même de façon générale à travers le monde. Et donc voilà, né, grandi à Genève, j'ai fait toute ma scolarité ici aussi, obtention de la Matu au collège Sismondi. Et ensuite études en lettres, donc j'étais en littérature française, anglais et histoire médiévale. Puis j'ai fait sciences politiques par la suite. Et enfin, obtention du master en sciences de la communication et des médias, mention journalisme. Donc j'étais partie de la première volée, parce que c'est un master qui est extrêmement récent en fait. Et puis sinon, j'ai toujours travaillé uniquement dans le dessin. Et c'est devenu ma profession un peu par hasard en fait, parce que je ne me destinais pas forcément à faire ça de façon pro. Voilà. Le début avec le dessin, je pense que c'est arrivé comme un peu n'importe quel gamin, t'es en bas âge, on te met un bout de papier devant toi, t'as un crayon, un stylo, tu commences à gribouiller, à griffonner les trucs. Donc voilà, c'est une attirance qui est venue vraiment comme ça par rapport à l'enfance. Très spontané en fait. Exactement, c'était vraiment spontané, normal. Après, au niveau de mon entourage et de mon environnement, j'avais peut-être un peu plus de chance que d'autres personnes parce que mon père c'était un très bon dessinateur aussi, enfin il dessine plus du tout maintenant. Et mon grand frère, Nam, qui a 2 ans de plus que moi en fait, c'était un très très bon dessinateur. Et étant donné que notre écart d'âge n'est pas très grand, je me suis toujours retrouvé dans les mêmes établissements scolaires que lui. Et il avait toujours cette espèce de réputation où tout le monde connaissait mon frère. Genre, ouais, machin, Nam, c'est celui qui dessine mieux que les profs et tout. Et en l'occurrence, c'était vrai, t'avais genre un gamin 10, 11, 12 ans qui dessinait mieux que ses profs, qui avait genre 20, 30 ans de plus que lui. Donc j'ai un peu suivi ce modèle de mes aînés en fait. Et puis pourquoi le style japonisant à voir ma tête, oui, je suis d'origine asiatique, je suis d'origine vietnamienne. Et en fait, tout ce qui a trait à l'Asie, ça a toujours été normal au sein de ma famille. Donc je me rappelle que quand j'étais petit, je regardais souvent les films d'arts martiaux avec mon père, les Bruce Lee, ce genre de choses. Et quand il y avait les dessins animés japonais qui passaient à la télévision, les Dragon Ball Z, etc., on n'a jamais eu l'interdiction de regarder avec mon frère parce que, je sais pas, même s'il y avait certaines choses qui étaient violentes pour les personnes de notre âge, je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu normal, genre voilà, c'est un peu, ça vient d'Asie, il n'y a pas de soucis et tout. Quoi, le club Dorothée Ouais, exactement, c'était le club Dorothée à l'époque. Et c'était drôle parce qu'il y avait beaucoup de mes potes qui n'avaient pas le droit de regarder le club d'eau. Donc quand je les voyais à l'école, pendant la récréation ou quoi que ce soit, ils me demandaient toujours qu'est-ce qui s'est passé dans Dragon Ball Z parce qu'ils n'avaient pas le droit de regarder chez eux. Donc voilà, étant donné que j'avais donc mon grand frère et mon père qui étaient dans le dessin et qui avaient toujours eu ces influences asiatiques parce que voilà, c'est mon background, c'est mon éducation, c'est comme ça que... Lui aussi c'était une esthétique très japonisante ou... Pour mon frère. Et ton père, ouais, les deux. Alors mon père, lui, il aimait surtout la bande dessinée franco-belge en fait, il aimait beaucoup ça. Mais mon frère aimait plus particulièrement ce qui était dans le style manga. En fait, tout ce qui était manga et Japanimation, on lisait, on regardait ensemble. Alors, mes mangas et animés préférés, il y a énormément de choses, mais je vais aller à l'essentiel. Top 5, top 10. Waouh, oula, c'est dur. Ouais. Alors dans les mangas papier, ce que j'aime énormément, c'est Homunculus, qui est en fait un thriller psychologique, c'est pas très connu. C'est du même auteur que Ichi the Killer. Vu que toi Igor, t'es en psychologie, je pense que ça devrait t'intéresser. Pardon, vu que t'es en philosophie. Excuse-moi, vu que t'es en philosophie, même aussi, peut-être que ça va t'intéresser. Donc Homunculus, j'aime beaucoup Mushishi aussi, qui est un manga.
Autrement, dans les mangas, j'aime beaucoup Berserk aussi, mais la version papier. Ça, c'est notamment. gore. Hein. C'est en effet gore, mais j'aime bien le désespoir, la fatalité, le malheur sont tellement bien retranscrits. T'as l'impression que c'est la fin de tout. Donc là, pour le coup, le mangaka Kentaro Miura, il est vraiment très très fort. Et pour ce qui est des animés, récemment, dans les animés récents, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Attack on Titan. Ça, c'est vraiment, que ce soit pour la qualité de l'animation, le synopsis, la musique, c'est vraiment de très très bonne facture. J'aime beaucoup Kenshin, mais les OAV, donc ces espèces de téléfilms, qui reprennent le passé de Kenshin, mais c'est traité d'une façon plus sombre et plus réaliste. Dans les animés, qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime beaucoup Claymore, j'aime le manga papier aussi, de Claymore. J'aime beaucoup Sailor Moon aussi, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que beaucoup de filles en fait. Non, mais c'est vrai qu'ils reprennent des codes en fait shonen, mais avec des filles quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quand même pas mal en mode shonen. Ouais, les codes, j'ai l'impression que c'est ça dans Sailor Moon. C'est fait quand même pour des garçons mine de rien. Même si c'est des filles. Alors en effet, ça plaît autant à un public qu'à l'autre, les avis. Mais c'est pas des magical girls, ça que je veux dire. Ça se différencie dans ce sens-là, j'ai l'impression. Bah, c'est quand même des magical girls. Ouais, mais avec les codes shonen, j'ai l'impression. Oui, avec des codes shonen, parce qu'il y a un côté baston, voilà. dépassement de soi, et toutes ces choses-là. Mais c'est un peu genre, voilà, c'est un truc pour filles à la base. Et par contre, mon animé préféré depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est Neon Genesis Evangelion. Donc ça, vraiment, je suis fan de la musique. C'est mon dessinateur préféré qui a créé les personnages, Yoshiyuki Sadamoto. Mes personnages préférés, Misato, Rei. Voilà, vraiment grand fan d'Evangelion. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui connaissent pas la série, il y a des nouveaux films qui sont sortis, qui sont d'excellente facture, donc ça peut être une bonne introduction à Evangelion. Et même les fans, les personnes qui ont bien aimé la série de base, elles vont forcément aimer les nouveaux films. Donc voilà, Evangelion. Si je devais me donner un numéro 1 n'en garder qu'un, c'est Evangelion. Alors, je suis en effet rentré dans le monde du rap, le monde du hip-hop, grâce au dessin en fait. Et ça s'est passé de façon totalement fortuite, parce que j'avais arrêté de dessiner pendant 6-7 ans. Et je tenais un compte MySpace sur internet et tout, parce qu'avant j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de chroniques et d'interviews sur le rap américain et également sur le rap genevois. Un petit peu comme ce que Plume Genevoise fait également, donc je voulais essayer de faire en sorte que les gens puissent connaître la culture locale. Donc j'avais une newsletter, j'avais un blog par la suite, et ensuite j'ai participé à la création d'un petit magazine gratuit qui s'appelait Urban Mag, et qui avait pour vocation également de promouvoir la culture urbaine locale. Bien. Mais le fait est que, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et j'avais ce compte MySpace, je savais pas quoi en faire, puis je me suis dit, allez, je mets des vieux dessins à moi dessus. Et les dessins, bizarrement, ça a attiré l'attention de pas mal de personnes. Puis j'étais super étonné parce que c'est des choses que j'avais faites quand j'avais genre 15 ans, en fait. Et il y a notamment un rappeur du quartier de Queensbridge, à New York, du nom de Kilasha, qui se trouvait être l'un de mes rappeurs préférés. C'était aussi le DJ de Mobb Deep à l'époque. Qui m'envoie un mot, puis il me dit, voilà, j'aime bien ce que tu fais, viens, on bosse ensemble. Puis j'étais là, genre là, c'est un honneur en fait, vu que c'est un de mes rappeurs. Presque un rêve qui se réalise quoi. Ouais, d'une certaine manière, j'aurais jamais imaginé qu'en fait je puisse, entre guillemets, atteindre ces personnes-là, ces artistes-là, par une forme d'art qui pourtant n'avait pas forcément grand-chose à voir avec l'univers du rap. Donc, tu sais comment il est tombé dessus d'ailleurs, sur ton MySpace? C'est assez marrant. Franchement, je sais pas. D'accord. Franchement, je sais pas du tout. C'est pour ça que je parle de choses complètement fortuites. Et puis bon, Kilasha, c'est quelqu'un à qui je dois énormément de choses parce qu'il m'a ouvert la porte à beaucoup d'autres collaborations. Ça m'a permis de bosser par la suite avec d'autres rappeurs de New York comme Cormega, Killa Army du Wu-Tang, avec Bangam Smurf et Domination qui sont les membres fondateurs du G-Unit de 50 Cent en fait.
Et voilà, en fait, le nom, tout simplement, il a commencé à tourner sur New York. Et les gens étaient là, genre, c'est qui ce gars qui fait ses dessins, etc. D'autant plus qu'à l'époque, vu que je venais de reprendre le dessin, ben, c'était pas top techniquement et tout. Mais c'était un kiff, et puis les gens, ils étaient sensibles à ça, notamment dans le milieu du rap. Et au fur et à mesure, ben, le nom a un petit peu commencé à voyager. J'ai reçu des requêtes, des demandes pour travailler avec des personnes de la côte ouest des États-Unis, des Superfly, des Shady Shiest. Moi, je devais même bosser avec des gars comme Warren G, de Dog Pound, et toutes ces personnes-là qui sont quand même des figures emblématiques, si ce n'est légendaires du rap en fait. Et puis voilà, après, ça m'a permis de bosser avec beaucoup de différentes personnes en tant que dessinateur, avec des personnes dans le rap, que ce soit aux États-Unis, en France, au Japon, en Angleterre, enfin vraiment dans beaucoup de pays en fait. Et hors milieu rap justement? Alors ça c'est une bonne question, et il se trouve que oui, il m'arrive de bosser avec des personnes qui ne sont pas dans le milieu rap. Par exemple, j'ai bossé avec les services industriels genevois. D'accord. Voilà, j'avais fait les dessins d'une brochure qui faisait vraiment l'apologie des énergies renouvelables. C'était pour les enfants, donc c'était un projet qui était très sympa. Et sinon, j'ai déjà bossé avec des personnes qui sont dans le milieu du rock ou dans le milieu de la musique électronique. Et même plus récemment, j'ai travaillé avec une chanteuse violoniste au Japon qui s'appelle Sarah Olaine et qui par la suite est devenue ma meilleure amie fille en fait. Ok. Et d'ailleurs, tu arrives à vivre de ton art ou... Bah alors oui, je ne fais que du dessin. Après vivre, c'est clair et net que c'est pas comme si j'étais l'héritier de la banque Rothschild, que j'avais un salaire de médecin forcément. Mais maintenant c'est ma seule et unique activité professionnelle, en effet. Ouais. Là, c'est marrant que tu parles de la question de muse maintenant, parce que je parlais de Sarah Olaine, donc la chanteuse violoniste. Et c'est quelqu'un qui a énormément de talent, aussi bien humainement qu'artistiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez rare, il faut le souligner, c'est qu'on a souvent affaire à des personnes qui sont soit très talentueuses artistiquement, mais qui humainement sont pas humbles pour un sou, sont très arrogantes, ou sinon c'est le schéma inverse, des gens très sympas, mais qui ne cassent pas trois pattes à un canard dès qu'il s'agit d'art en fait, tu vois. Après, je ne juge pas du tout les personnes, tu vois, mais c'est juste que c'est vrai, quand tu te retrouves face à une personne comme Sarah, qui est aussi talentueuse d'un côté comme de l'autre, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, parce qu'en fait, même si on n'est pas du tout des mêmes milieux, elle est dans vraiment la musique classique, dans le chant vocal, etc. C'est une grosse source d'inspiration parce qu'on partage le même credo. Et je me rappelle la première fois que j'avais discuté avec elle, elle avait beaucoup aimé quelque chose que j'avais écrit à propos un petit peu de ce qui faisait avancer mon art et ma vie en général. C'est le concept de Radical Dreamers. Donc dit comme ça, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait injecter une dose de réalité et pour faire en sorte que tes rêves deviennent réalité. C'est ça, c'est que voilà, c'est se donner les moyens, l'effort, travailler pour atteindre ses objectifs, même si ils semblent totalement fantasmagoriques et du domaine du rêve. Et puis la première fois qu'on a discuté, elle m'a parlé de ça, elle m'a dit voilà, ton concept ça me plaît énormément, ça me parle, c'est la même chose pour moi. Et la chose qui est amusante, c'est qu'en fait, petite parenthèse, le nom Radical Dreamers, à la base, c'est une chanson qui a été composée par un compositeur japonais du nom de Yasunori Mitsuda. Et ce Mitsuda, en fait, c'est mon compositeur de musique préféré depuis que je suis un gamin, en fait. Et il a fait notamment les musiques de beaucoup de jeux vidéo comme Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears. J'avais déjà entendu ce nom. Oui, exactement. J'adore ces jeux. Il est extrêmement connu, Mitsuda. Et maintenant, la chose qui est amusante, c'est que Sarah est signée chez Universal Japan et le producteur de son album, c'est Yasunori Mitsuda. Et c'était un peu drôle parce que c'était quand? C'était il y a 4 ans, on parlait de ça, genre ouais, Radical Dreamers, on est les Radical Dreamers et tout.
Et il se trouve qu'elle bosse maintenant avec la personne qui est à l'origine de cette chanson, qui a donné ce nom et qui nous a donné envie de croire en ces choses. Et aussi, chose amusante, c'est que là je reviens de Tokyo en fait. Et j'étais en studio avec Mitsuda justement. Et j'ai même mis mon grain de sel dans une chanson sur laquelle il bossait avec Sarah, donc c'est son producteur, je le rappelle. Et je sais pas comment dire, c'est un peu comme si la boucle était bouclée. C'est qu'elle et moi, on partageait cet objectif à la base, qui finalement est devenu concret, avec en plus de cela la possibilité, la chance unique de travailler avec ce compositeur, enfin, voilà, dont je suis fan depuis que je suis un gamin. Et puis voilà, être posé avec lui, boire des verres avec lui, vraiment quelque chose de magique. C'est quand même drôle que quand je te demande c'est qui, disons, tes muses, où est-ce que tu vas chercher ton inspiration, tu me cites une musicienne et un musicien, enfin, alors que tu dessines, enfin, Alors en fait c'est une très bonne analogie parce que une très grande part de mon inspiration provient de la musique et de la nature humaine de façon générale. Et malheureusement, c'est un petit peu le cas dans le monde de l'art, c'est qu'il ne faut pas confondre l'artiste et son œuvre. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes qui font des choses superbes, mais qui dans la vie de tous les jours ne valent pas 3 copecs, ne valent rien du tout. Et inversement, il y a des personnes qui peuvent faire des choses qui sont très violentes, je pense notamment dans le rap, qui vont avoir des propos qui sont durs, etc. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut être des personnes très agréables, très agneaux. Exactement. Et là, ce qui me fait justement plaisir, c'est que avec ces personnes-là, c'est justement la concrétisation des personnes qui sont aussi belles que ce qu'elles font en fait. C'est ça, et c'est pour ça que je te parle de Sarah, tout simplement, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire aussi bien artistiquement que humainement. Et alors, dans les projets que j'ai en ce moment, évidemment, il y a la sortie de mon artbook, qui, normalement, si tout se passe bien, en ce moment, ça se passe bien. L'artbook devrait sortir à la fin du mois d'octobre 2014, donc. Le titre, c'est Memory Lane. C'est une compilation de mes dessins préférés que j'ai pu faire depuis un bon moment. La sélection de dessins va de 2003 à aujourd'hui, à 2014. Et le choix des dessins n'a pas été fait en fonction de leur beauté, leur esthétique, leur technicité ou quoi que ce soit. Enfin, c'est des choses auxquelles j'accorde très peu d'importance. C'est juste que chacun des dessins me rappelle un moment en particulier de ma vie, une rencontre, un endroit. Et ouais, si je devais faire une analogie, c'est comme si chaque dessin c'était une Madeleine de Proust, en fait, tu vois. Donc, mon intention, c'est d'inviter les gens à goûter un petit peu ce que j'ai cuisiné pour voir si, en effet, ils peuvent également ressentir ce que j'ai ressenti durant ces moments-là. Donc, d'où le titre Memory Lane, parce que le thème principal, c'est celui de la mémoire. Et par mémoire, j'entends également la mémoire de ma mère, en fait, parce que ma mère est décédée du cancer vers Noël en 2011. Donc j'ai voulu lui rendre hommage en lui dédiant ce livre. Et il y a notamment une part des bénéfices du livre qui va être reversée à la Ligue Genevoise contre le cancer. Et enfin voilà, ma mère c'était quelqu'un qui évidemment avait une très très grande place dans ma vie et qui m'a toujours soutenu dans mes choix estudiantins, dans mes choix de tous les jours, dans mes choix amoureux aussi. Et qui m'a également exhorté à me donner à me donner les moyens, les efforts de réaliser mes rêves, de partir vivre au Japon, de continuer, de persévérer dans le dessin. Donc ce livre, c'est un peu un moyen pour lui dire que, voilà, peut-être que tu n'avais pas tort. Et surtout qu'il y avait une jolie anecdote, c'était que, parce qu'en fait en 2011, j'habitais à Tokyo. Je vais bientôt y retourner pour de bon aussi. Je me rappelle que quand je lui avais fait part de mes intentions par rapport au dessin, ce que je voulais faire, elle m'a sorti un dessin que j'avais fait à l'âge de 3 ans. Et j'étais un peu là, genre ok, qu'est-ce que c'est? Et c'était le dessin d'un fœtus. Et puis elle m'a dit, voilà, tu vois ce dessin, quand tu l'as fait et quand je l'ai récupéré, je me suis dit, le fiston il a quelque chose de spécial. Soit ça va être un génie,
soit ça va être quelqu'un d'extrêmement bizarre. Donc bon bah désolé maman, je pense que je me trouve peut-être un petit peu... Les deux se concilient. Hein. Voilà, je pense que je me trouve un petit peu entre les deux. Mais il y a une belle symbolique dans ce dessin, c'est que voilà, inconsciemment, peut-être qu'il y avait cette réminiscence de cette vie dans le ventre de ma mère, et que pour l'exprimer, les balbutiements de l'existence en fait, j'ai utilisé le dessin pour pouvoir l'exprimer. Et la signification, c'est qu'en fait, voilà, c'est comme si le dessin et ma vie étaient liés en fait. C'est ça. Tu l'as rajouté dans l'artbook celui-là? J'ai mis le dessin, ouais. Ouais, génial. J'ai mis le dessin. Mais je vais pas donner toute l'explication. Enfin, ça, c'est l'explication que je m'en fais maintenant après coup. Genre, ah, voilà. Bah, à 3 ans, j'ai dessiné un fœtus. Voilà. Et voilà, ça, c'est donc mon projet en cours. Memory Lane, fin octobre 2014. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Où est-ce qu'il sort? On peut le commander Alors, il faudra essentiellement passer par moi. Par vente par correspondance. Je vais également démarcher des magasins aussi pour des dépôts-ventes, etc. Et il y aura également une vente digitale parce qu'il y a une version digitale qui va apparaître et une partie des bénéfices faits sur la vente digitale sera également reversée à la Ligue genevoise contre le cancer. Voilà. Et d'autres projets à part le artbook en ce moment? Alors oui, il y a beaucoup de projets. Moi, je pense que ça te prend déjà du temps, ça même. Ouais, ça prend déjà du temps, mais il y a beaucoup d'autres projets. Que tu peux dévoiler. Hein. Oui, là, il n'y a aucun souci. Je fais part d'une action sociale, humanitaire, je ne sais pas trop comment dire, qui s'appelle God Bless, que je fais en collaboration donc, avec Infamous Mob et avec Dead Prez. Donc une fois de plus avec des gens du milieu du rap. Et aussi avec la marque d'habits Bone Country. Qui est mon sponsor. Merci Bone Country. Et ce qu'on essaie de faire en fait, c'est de récolter de l'argent en vendant des t-shirts, en vendant des CD d'Infamous Mob, afin de pouvoir financer des sacs de survie pour les sans-abri de Sacramento aux États-Unis. Donc dans ces sacs de survie, on va retrouver des choses comme brosse à dents, pâte dentifrice, bouteilles d'eau, habits, des programmes pour leur indiquer où est-ce qu'ils peuvent trouver refuge pour la nuit, etc. Donc c'est pas facile parce que la législation de Sacramento est extrêmement rigide. Par exemple, il est tout simplement interdit de nourrir les sans-abri. Ouais. Donc on essaie de contourner un petit peu ce problème en ayant recours à un petit moyen détourné pour quand même pouvoir leur donner un coup de main. Mais légal toujours. C'est légal, parce que là on les nourrit pas en fait. Donc on leur donne des habits, de l'eau, des crèmes, des choses un peu pour les premiers soins, ce genre de choses. Mais en même temps, voilà, on ne les nourrit pas. Et un autre projet sur lequel je bosse, c'est l'album I Am Queensbridge du rappeur Rock de Jekyll. Donc voilà, tout simplement, c'est l'album estampillé Queensbridge, qui est donc ce célèbre quartier de New York d'où viennent des rappeurs comme Nas, Havoc de Mobb Deep également. En fait, c'est le projet le plus ambitieux made in Queensbridge depuis l'album QB Finest de Nas. Et je m'occupe de tout ce qui est visuel, de la couverture des singles, de l'album, oui, évidemment, de visuels pour des t-shirts, etc. Donc là, c'est un gros mouvement, les gens sont très motivés. Et sur l'album, il y a vraiment du très très beau monde. Il y a Nas, il y a Mobb Deep, il y a Black Poet, Capone de Capone and Noriega, Tragedy Kadhafi, Bars and Hooks, enfin il y a toutes les légendes de Queensbridge qui sont dessus. Donc évidemment, si vous aimez le rap new-yorkais et notamment le rap de Queensbridge, je pense que vous allez apprécier. Donc ça c'est l'un des projets en cours. D'autres projets en cours, je travaille également sur 3 jeux vidéo sur smartphone. Donc un jeu de destruction qui s'appelle Grumpy Granny qui devrait être bientôt disponible. Et également un jeu avec des animaux, mais je ne peux pas en dire plus parce qu'on est encore en train de bosser dessus. Et je travaille également sur un jeu porno. Donc, mais donc en tant que développeur? En tant que dessinateur. Dessinateur. En tant que dessinateur et également en tant que je cherche des idées pour le gameplay, comment les choses se passent. Et je travaille aussi sur un dessin animé pour un studio d'animation.
Et là récemment, les derniers projets qui sont sortis sur lesquels j'ai bossé, il y a TG1 de Big Twins et Gods and Kings de Hardback Remix de Godfather Part 3, qui font tous deux partie d'Infamous Mob, le groupe de rap Infamous Mob. Et voilà, je vous invite à aller choper ça parce que, une fois de plus, si vous avez aimé le rap de la côte est des États-Unis et le rap de Queensbridge, vous allez adorer. Ben ça déjà c'est une très bonne question parce que on m'a jamais posé et c'est une question qui mérite d'être posée. Et l'explication en fait elle est assez simple, c'est que je suis pas du tout, enfin quand on parle de collaboration, je parle surtout de rap en fait notamment, vu que je... Entre autres. Ouais, spécifiquement. alors depuis que je suis petit, j'ai toujours été baigné dans tout ce qui est asiatique, mais également dans tout ce qui était orienté vers les États-Unis, etc., que ce soit au niveau de la musique ou que ce soit au niveau du cinéma. Et j'ai jamais développé un goût, une attirance pour ce qui se faisait dans le monde occidental. Même dans l'art traditionnel, je vois une peinture de maître de la Renaissance ou que sais-je, n'importe qui, quelque chose qui vient d'ici, je reconnais la technicité, que ça plaît à des gens et tout, mais ça me touche pas. Et je sais pas, après peut-être qu'il y a une relation avec beaucoup d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau de la musique, etc., je suis pas du tout intéressé par ce qui se fait dans le périmètre européen, si je puis dire. Et pour ce qui est du rap local, donc qui est du rap francophone, ça me touche pas. Tout simplement, ça me touche pas. Je n'y trouve pas mon intérêt et je trouve pas de plaisir à travailler avec des personnes d'ici, tout simplement. Après on va me dire oui mais le rap français il y a des classiques et tout ce que tu veux. Je reconnais il y a des très bons rappeurs, il y a des rappeurs que j'aime énormément, notamment des gars comme Nubi, Salif, McTayer ou Seth Gecko, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais sinon je suis pas un consommateur, je vais pas dans les événements, je vais pas dans les concerts ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas, c'est tout. C'est comme si je te dis voilà, est-ce que tu t'intéresses aux girls band japonais? Non, tu vois, c'est juste une question de goût. C'est une question de goût. Et moi, mes goûts ne vont pas dans cette direction. Alors forcément, quand je reçois des propositions pour collaborer, pour travailler en fait avec des personnes d'ici, vu que l'élément plaisir, le facteur plaisir est absent, ben, je vais penser dans d'autres termes qui sont des termes professionnels, d'autant plus que le dessin, ben, c'est mon travail. Alors je réfléchis un petit peu de cette manière-là, voilà, le plaisir n'y est pas. Donc après je regarde, est-ce que ça m'est profitable d'un point de vue de la diffusion, d'un point de vue du buzz? Non, parce qu'il faut quand même reconnaître que ce que ces gens font, ça intéresse très peu de personnes, honnêtement, hein, faut être réaliste. Et après la dernière chose, c'est qu'on s'entend aussi quasiment jamais sur ce qui est financier. C'est des personnes alors c'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent vers moi, ah j'ai vu la couverture d'album que tu as fait pour tel rappeur aux États-Unis ou que sais-je, j'ai envie que tu me fasses la même chose. Je dis ok, ça va coûter tant. Genre ah non et tout, tu abuses et tout, c'est trop cher, fais-le avec le cœur, partage et tout, soutiens la scène, etc. Donc souvent on me reproche de ne pas soutenir la scène, chose que pourtant j'ai fait pendant 2 à 3 années. En parlant du rap genevois, en faisant des interviews, des chroniques, en bougeant, en essayant de pousser les gens à booster le truc. Mais là, le dessin, c'est mon travail. Et je me vois mal passer une quinzaine, une vingtaine d'heures sur un dessin, et puis au final être rémunéré à 100 francs de l'heure, c'est juste pas possible. Déjà que j'ai pas beaucoup de temps libre, et c'est clair et net que si j'avais un chèque de 10 000 francs qui me tombait sur le front à la fin de chaque mois, et que j'avais tout le temps libre du monde, et que je pouvais gambader nu sur une terrasse entourée de géranium à fumer des cohibas, bah oui, là, je pourrais clairement reconsidérer la chose, mais malheureusement, on ne se trouve pas dans la même phase, au même niveau de réalité. La réalité, c'est le travail, c'est ce qui paye mes dépenses, mes factures, c'est ma vie en fait. Donc je suis pas du tout là à dénigrer les personnes qui font des hobbies, qui font ça pour le plaisir. C'est très important, c'est même le plus important. Mais il faut quand même prendre en considération le fait que si tu fais appel à quelqu'un qui vit de ça, il y a des obligations, il y a des choses qui sont difficiles et je suis obligé de gérer avec ça.
Donc malheureusement, ce que j'aime pas du tout, et malheureusement c'est quelque chose qui arrive très souvent, c'est que les gens quand ils viennent vers toi, ils veulent te faire miroiter plein de choses, monts et merveilles, tout ce que tu veux. Genre vas-y, bosse pour moi, gratos, ça va te faire du buzz, ça va te faire ci, ça va te faire ça. Mais non. Et ça je trouve que c'est non seulement une preuve d'ignorance incroyable, et en plus de cela c'est un manque de respect. Parce que c'est des gens qui te prennent pour un idiot. C'est surtout qu'ils n'ont pas l'air de s'être intéressés finalement à ce que tu fais, vu que tu es un de ceux qui arrivent en vivre. Enfin, je suis tout à fait d'accord, mais même quand tu leur expliques ce genre de choses-là, ils sont toujours là à essayer de gratter, tu vois. Donc, en tout cas, à Genève, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre, parce que, bizarrement, il y a des personnes dans des pays qui ont un revenu qui est beaucoup moins élevé, notamment au Chili. Bah, je prends l'exemple, il y a des rappeurs du Chili qui m'ont contacté pour bosser avec eux, ils me proposaient plus d'argent que des gens d'ici. Et là tu te dis qu'il y a quand même un problème. Et en fait à Genève on est tellement habitué à ce paradigme de la gratuité, genre voilà je fais des beats gratos, des plans studio gratos. Ça c'est l'avantage et c'est la beauté, mais effectivement quand on vit, je suis d'accord. Faut, c'est exactement ça, c'est qu'en fait les gens, il faut qu'ils se rendent compte que tout un chacun n'est pas dans la même situation. Le dessin, c'est plus mon hobby, ça reste un plaisir quoi qu'il se passe, mais c'est mon travail et je suis désolé, mais il y a des jours où quand tu travailles 12 à 20 heures par jour, tu peux pas rendre des services, tu vois. Alors après, par contre, attention. Sauf coup de cœur extrême. Enfin, exactement, sauf coup de cœur et notamment avec des amis à moi, parce que j'ai quand même pas mal d'amis qui sont dans la musique urbaine, dans le rap, etc. Et là, je travaille volontiers avec plaisir, on trouve des arrangements. Je pense notamment à Chromatics, un beatmaker de Genève, qui est devenu un très très bon ami à moi. Enfin, on s'entend hyper bien, on est comme des sœurs jumelles en fait. Et lui, voilà, à chaque fois qu'on a bossé sur des trucs ensemble, c'était toujours super cool. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est pas parce que j'ai pu bosser avec des gens au Japon, aux États-Unis, voyager à droite à gauche et faire telle ou telle chose que je vais dénigrer ce qui se fait ici. Mais de toutes les collaborations d'un point de vue global que j'ai faites et que j'ai préféré, ben, c'était avec Chromatics, qui à la base était un projet genevois. Donc voilà. Mais je le redis encore, je ne dénigre pas les gens qui ont 2 ou 3 fans, qui font ça pour plaisir, parce que comme je l'ai dit avant, c'est le plus important. Mais voilà, je ne suis pas dans une position où je peux rendre service à tout le monde, c'est tout. Et il faut juste que les gens s'en rendent compte et qu'ils respectent ça. Et de façon plus générale, l'art et la culture à Genève, ça te parle? Tu t'y intéresses quand même un peu ou... Et c'est une très bonne question aussi. Alors je reconnais qu'il y a quelque chose de très positif dans les milieux culturels et dans l'art à Genève, c'est que l'État, la ville, le canton donnent des subventions. Il y a pas mal d'aides, c'est vrai. Voilà. Donc il y a beaucoup d'aides et je crois même qu'en proportion, par rapport à la population genevoise qui est quand même assez restreinte, en proportion le budget ici qui est alloué à tout ce qui est culturel et artistique, c'est le plus élevé d'Europe. Il est assez énorme. Je ne sais pas si c'est le plus élevé, mais il est assez énorme, effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui sont en fait dans l'événementiel, qui travaillent sur des festivals, qui m'ont dit ça. Et ça, voilà, c'est tout à l'honneur de Genève, c'est très positif. Par contre, ce qu'il en sort, ça me parle pas. Tu vois, genre des trucs genre festifs, enfin, c'est quoi la douche des bains, la nuit des bains. Ouais, la nuit des bains, exactement. Ouais. Voilà, exactement. Des festivals comme Mapping, Electron, Antigène, non, ça me parle pas. Après, c'est une question de goût, tu vois. Je respecte tout à fait, c'est des gens qui font leur boulot, ils répondent à une demande, hein, sans aucun doute. Travail d'administration, de gestion, ils ont tout le monde respect pour ça. Sauf que je me retrouve absolument pas là-dedans. Il y a un côté qui est très, je sais pas comment dire. Ça ressemble trop à ce qu'il peut y avoir dans d'autres villes en fait. Et après pour ce qui est de l'identité genevoise, il n'y a rien d'excitant. C'est mon avis, hein. Je trouve qu'il n'y a rien d'excitant. Mais de toute manière, je ne suis pas forcément un bon porte-parole parce que depuis que je suis petit,
j'ai toujours eu les yeux rivés sur les États-Unis et sur l'Asie. Et j'ai jamais vraiment regardé ce qui se passait ici en fait. Donc voilà, on me reproche souvent de snobber ce qui provient de Genève, donc notamment par rapport aux rappeurs, comme j'ai pu le dire avant, ou encore à la vie artistique de manière générale et tout. Mais c'est juste que, voilà, si je passe le plus clair de mon temps à me pencher sur ce qui se fait ailleurs, j'ai plus de temps pour ce qui se fait ici. Et après au final, c'est un peu ce qui est en train de se passer pour moi, c'est que je collabore essentiellement avec des personnes qui ne sont pas à Genève. Voilà. Mais d'ailleurs, pour moi, tu aurais un peu des idées pour faire un peu évoluer tout ça, c'est-à-dire la scène artistique en général. Je ne vois que ça soit dans la communication ou dans la façon de faire. À mon avis, la situation de Genève, c'est un pôle international. C'est quelque chose de très positif, mais finalement, ce qui est vraiment international dans cette ville, c'est les ONG et c'est les expatriés qui viennent travailler ici. Et malheureusement, je trouve que les gens ont une mentalité qui est très petite, en fait. Qui est quand même très fermée, il y a beaucoup d'autosatisfaction. C'est mon avis, hein. Après, moi je suis ouvert aux personnes qui vont me dire que j'ai tort, que c'est pas le cas. Moi je te dis de ce que je connais parce que c'est les choses que je constate, que je vois, c'est des choses sur lesquelles je tombe sur Facebook ou que sais-je. Voilà, c'est mon avis en toute humilité. Mais le conseil que je donnerais, c'est que déjà, faut arrêter de croire qu'on est à Berlin, qu'on est à Londres, qu'on va faire les mêmes choses qu'eux. Genre ouais, Berlin, Stuttgart, c'est incroyable et que toute cette génération actuelle de hipsters qui est en train de fantasmer dessus. Non, parce qu'au final, voilà, qu'est-ce qui sort de Genève? C'est quoi le rayonnement de Genève à partir de ce moment? C'est rien, tu vois. Donc en gros, c'est comme si l'identité internationale de Genève, on la subissait. Après attention, moi je trouve que c'est bien, mais il faut aussi que ça aille dans les deux sens. Pas genre, pas que ce soit uniquement genre, on veut faire comme à Paris, on veut faire comme à Berlin, on veut faire comme à New York, ou MoMA, j'en sais rien, toutes ces choses-là. Non, parce que finalement, ça va dans un sens, ça vient de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui vient de Genève et qu'est-ce qui va vers l'extérieur? Il n'y a pas grand-chose, tu vois. Ça c'est mon point de vue. Donc, mais c'est pas très exploité finalement quand tu penses. Enfin... C'est pas exploité parce qu'il y a un malaise identitaire, je pense. Et c'est vrai qu'on est très influencé toujours, déjà beaucoup dans divers arts, à part Paris par exemple, je veux dire, grande capitale francophone, c'est vrai qu'on a toujours été très influencé. C'est difficile de se construire une identité genevoise, artistique, mais c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler justement. C'est sur ça qu'il faut travailler, mais Genève se trouve dans un paradoxe qui est assez dangereux. C'est-à-dire que à travers le monde, tu peux aller n'importe où. Tout le monde connaît Genève, tout le monde connaît le lac, tout le monde sait qu'il y a le siège de l'ONU et toutes ces choses-là. Ça, c'est une chose. Donc, d'une certaine façon, le Genevois, il a cette fierté, tu vois. Il est conscient de ça. Et forcément, cette fierté, ça provoque cette autosatisfaction où il pense que ça suffit, ça va. On s'autosuffit avec ça, il n'y a rien d'autre à faire. Mais c'est pas le cas. Donc c'est là où je pense que, de façon générale, les personnes qui sont dans les domaines de la créatif, etc., peut-être qu'ils se trompent. Qu'est-ce que je pense de la vie d'artiste? Écoute, étant donné que je ne fais que dessiner et que je vis ma passion, que je vis de ma passion, c'est une question qui mérite d'être posée en effet. Déjà les points négatifs, c'est que en tant qu'artiste, tu auras forcément un style de vie qui est très instable, tu vois, qui est très fluctuant. Tu peux avoir des très bons mois, des très mauvais mois, comme tu peux avoir de très bonnes années comme de très mauvaises années. Donc là je parle essentiellement de ce qui est financier parce que voilà, c'est le nerf de la guerre, il faut vivre avec les réalités de ce monde. Et ça c'est pas facile tous les jours et je sais parce que je suis quand même en contact avec pas mal d'artistes un peu à travers le monde et je suis bien conscient des difficultés, c'est des difficultés que je traverse aussi. Mais par contre, par rapport à ce qui est positif, je sais pas, grâce au dessin, ça m'a tellement permis
de rencontrer des personnes intéressantes, de me retrouver dans des situations auxquelles j'aurais jamais imaginé, collaborer, passer des soirées, devenir ami en fait, avec des gens dont j'étais fan quand j'étais un marmot en fait. Et même s'il s'agit de personnes qui, je sais pas, ont vendu des millions de disques, et puis genre voilà, tu les rencontres, tu bosses avec eux, et puis ils disent ouais mec, t'es l'une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles on n'a jamais bossé. Puis toi t'es un peu là, genre ouais mais attends, mais t'as bossé avec Nas. C'est très gratifiant. Bah oui, enfin, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait ça m'a fait, cette vie d'artiste n'a fait que justifier, donner raison à mes rêves de gamin, tu vois. Donc ça c'est une chose qui est magnifique. Enfin, voilà, moi je t'en parle, j'ai vraiment des étoiles dans les yeux. Et puis des fois bah, tu te retrouves dans des situations qui veulent rien dire, tu vois, genre parce que t'es amené à rencontrer beaucoup de monde. Et je sais pas. Franchement je pense que je pourrais écrire un livre parce qu'il m'est arrivé tellement d'histoires, des situations dans lesquelles j'ai cru que j'allais mourir ou perdre un œil. Ouais, carrément. Ouais, c'est dangereux la vie d'artiste. Bon après c'est parce que je travaille beaucoup avec des gens dans le milieu du rap, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit au Japon. Donc j'ai rencontré un peu les gens qui tiennent les rênes dans l'ombre de ces choses-là. Et puis c'est un monde auquel tu n'aurais jamais imaginé un jour mettre le pied dedans en fait. Et tu te retrouves dans des trucs genre machin, je vais peut-être mourir, genre là tu te retrouves dans des bastons alors que toi t'es là, t'es un petit Genevois, tu te retrouves au beau milieu du Japon, à te faire embrouiller par des membres de gang ou j'en sais rien. Et là je t'en parle avec le sourire parce que j'ai toujours eu de la chance, je m'en suis toujours bien sorti. Mais ça aurait pu mal tourner. Ça fait des histoires à raconter après. Ah, ça fait des belles histoires à raconter. Et en tout cas pour ce qui est de l'expérience de vie, voilà, c'est même si des fois c'est pas facile financièrement ou quoi que ce soit, c'est incroyable. Ouais, ça permet d'éviter la fameuse routine quoi, métro boulot dodo. Ouais, alors ça c'est vrai que c'est plutôt valorisant, valorisé en tout cas chez nous. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que en effet, en parlant avec des gens qui étaient corporate, qui travaillent dans des grandes entreprises, dans des banques, etc. Et ils voient que j'ai l'occasion de partir souvent, que j'ai un horaire qui est très flexible, ce genre de choses, et ils me disent ah machin, t'as de la chance et tout. Mais au final, la chose à laquelle j'aspire, c'est d'avoir une famille, c'est d'avoir une femme, des choses qui sont très terre à terre en fait, tu vois. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que ces personnes qui ont ce style de vie-là recherchent cette aventure, recherchent ce fantasme, et que moi en fait c'est ça que je veux, mais par le biais de ce que je fais dans le monde de l'art. Tu veux essayer de concilier les deux en fait. Voilà, exactement. J'ai pas envie de me dire je vais me retrouver à 50 ans, vivre comme un gueux dans une roulotte et tout. Non, j'ai vraiment envie qu'il y ait une concrétisation matérielle, sentimentale et toutes ces choses-là. En fait c'est ça mon vrai combat. Mais c'est un secret. Enfin, voilà. Et on peut rester, je pense, la prochaine question, elle est assez liée. Est-ce que tu as une philosophie de vie ou d'artiste? Ou d'artiste? Alors, j'en ai deux. La première, c'est toujours ce concept de Radical Dreamers que j'avais abordé un petit peu avant dans l'interview, toujours par rapport à Sarah. C'est que voilà, un rêve sans action, on appelle ça le sommeil, et ça sert à rien. Donc voilà, il faut essayer de se donner les efforts, les moyens d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves. C'est même pesant si on fait rien en fait. Oui, c'est pesant parce que très souvent tu tombes sur des personnes qui arrivent à un certain âge, 40 ans ou que sais-je, et qui ont des regrets par rapport à leur vie, qui disent ah voilà j'aurais bien voulu faire ça, j'aurais bien voulu partir là, faire une expérience de vie, etc. Et ma philosophie, pour reprendre ta question, c'est qu'en fait ce que je veux faire, je veux pas vivre longuement, mais je veux vivre largement en fait. Donc même si c'est dans un intervalle qui est extrêmement court, c'est que voilà il y a des choses qui vont vraiment se passer à ce niveau-là que je pourrais pas vivre en ayant une vie normale. Ça ressemble un peu à une devise socratique, quoi. C'est-à-dire ce qui compte, c'est pas la durée de vie, mais la qualité de vie, disons, l'intensité.
Je suis tout à fait d'accord, c'est comme la taille du zizi en fait. C'est pas la taille qui compte. Enfin, je dis ça, mais ça va. Non. Ouais. Non, voilà, mais c'est ça. Faut essayer de vivre largement et pas longuement. Alors, le conseil que j'ai à donner pour les personnes qui se lancent justement dans n'importe quel domaine artistique, c'est vraiment faire les choses avec passion, mais également avec discipline. Le plus important, c'est évidemment de se faire plaisir. Ça, voilà, c'est quelque chose qui va rester jusqu'à la fin de vos jours, et je vous le souhaite en tout cas. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces choses, ça reste quand même un loisir. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour s'amuser. Il ne faut pas essayer de chercher à atteindre le nirvana ou que sais-je et tout. Il ne faut pas chercher à se prouver des choses. Par contre, si vous avez l'envie, voire même la prétention de vouloir emmener ça dans un niveau professionnel, à présenter ça au reste du monde en fait, tout simplement, ben il faut travailler. Et il ne faut pas hésiter à prendre en considération la critique des gens. Alors attention, on en parlait avant off caméra, si je puis dire. Il y a certaines personnes qui vont faire des critiques qui ne sont pas constructives juste pour vous faire chier. Ça m'est arrivé. Et finalement, bon ben voilà. Le temps, vos efforts prouveront si vous êtes fait pour ça, si vous pouvez vivre de ça, et vivre votre passion et vivre de votre passion en même temps. Alors, en ce qui concerne l'association Plume Genevoise, tout d'abord j'ai été très surpris, parce que je connaissais surtout un petit peu dans la même veine Jet d'encre, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le milieu académique, estudiantin, et qui décident de traiter de sujets et d'autres. En l'occurrence pour Jet d'encre, c'est plutôt ce qui est d'actualité, politique, même littéraire, etc. Et en fait avec Plume Genevoise, j'ai été très surpris parce que je crois que je vous ai contacté au départ, c'était moi qui vous ai contacté. Ouais, c'est moi qui vous ai contacté. T'étais un des premiers d'ailleurs. Enfin, ok. T'étais un de ceux qui a vraiment fait la démarche de nous contacter. Ouais, parmi les premiers, clairement. Voilà, bah en fait ça m'avait un petit peu intrigué parce que il y a jamais eu ça avant en fait, tout simplement. Et je pense que en effet, les personnes qui font des choses, qui sont dans les milieux artistiques, qui sont dans les milieux créatifs à Genève, bah, ils méritent qu'on parle d'eux, en fait, tout simplement. Et une chose qui est très positive par rapport à Plume Genevoise, ça provient du fait que déjà d'une part vous êtes très réactif, et d'autre part ça provient du fait que on voit qu'en fait quand vous parlez des choses, il y a un effort qui est fait au niveau de la rédaction, au niveau du traitement, et que jusqu'à maintenant, enfin vous êtes jeune, ça existe depuis combien de temps ? Ça fait quoi, 1 an et demi, même pas. Ça fait 1 an et demi. Un peu plus d'1 an. Bah, quand même, sur l'espace d'1 année et demie, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire ce genre de choses, certainement. Alors, mon exemple, ça reste toujours dans le milieu du rap, des gens qui veulent faire des interviews, ce genre de choses. Ça n'a jamais duré longtemps parce qu'il y avait un manque de discipline et un manque de rigueur. Et là, en tout cas, je vois qu'il n'y a pas ce manque. Bon, on a eu la chance que les artistes en fait nous soutiennent. Je veux dire, en moins d'un an, avant qu'on reprenne tout le site, l'esthétique du site, il y avait quoi, déjà plus de 150 artistes répertoriés dans le catalogue, ce qui est déjà pas mal sur Genève. C'est rien encore, mais on en reçoit encore régulièrement, mais là, ils ont été très réactifs. On a été très contents à ce niveau-là. C'est une bonne chose pour vous, mais en tant qu'artiste, là où je vous remercie, c'est que vous faites le travail bien. C'est pas juste une question où vous faites du bon travail, mais le travail vous le faites bien. Parce que s'il s'agit d'écrire des trucs à la va-vite, je t'écris 300 caractères et puis tu partages ça sur Facebook et tout, c'est vite limité, mais là de ce que j'ai vu, il y a quand même il y a des analyses, il y a un effort de fond qui est fait, qui est vraiment louable et qui est tout à votre honneur. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que j'ai pu dire avant dans mon interview, où je disais que je ne m'intéressais pas à ce qui se faisait dans le microcosme artistique genevois en fait. Alors en fait, j'ai visité votre site à plusieurs reprises et je suis tombé sur des personnes qui avaient des profils et qui faisaient des choses qui étaient très intéressantes. Donc en effet, vous m'avez déjà prouvé que j'avais tort
parce que c'est ma faute, hein. C'est ma faute, c'est qu'à la base, je m'intéressais pas forcément à ce qui se faisait ici. Et là, ben, c'est une bonne vitrine, c'est une bonne porte ouverte sur cet univers-là. Et je vous remercie parce que je me suis dit, ah ouais, ben, j'avais pas raison en fait, tu vois. Et ça, c'est une bonne chose parce que j'adore qu'on me prouve que j'ai tort en fait. Donc merci à vous et puis merci à Plume Genevoise. Bonne chance pour la continuation et je pense qu'on a besoin de ça, tout simplement. On a besoin de ça.